Vatican qui défend la dignité humaine dans un document d'une 20aine de pages approuvé en mars par le pape François. On y retrouve plusieurs thèmes comme la guerre, le droit des migrants, la pauvreté, l'écologie. L'Église réaffirme la ligne traditionnelle en listant une quinzaine de violations concrètes et graves de la dignité, notamment l'avortement et la gestation pour autrui. Pour la première fois, le Vatican dénonce avec force la théorie du genre ou l'identité sexuelle qui serait déterminée par l'éducation, l'environnement et non les différences génétiques. Sur la fin de vie, l'Église redit sa ferme opposition à l'euthanasie et au suicide assisté. Un projet de loi qui ouvre le droit à une aide à mourir doit être présenté, comme vous le savez, demain en Conseil des ministres. Peut-être que nous pouvons écouter Clotilde, que je remercie d'être avec nous. Bonjour Clotilde. Oui, bonjour Monsieur Pro. Vous nous appelez d'où, Clotilde ? Eh bien, au sud de Lyon, Villette de Vienne, exactement. Bon. Est-ce que vous êtes catholique pratiquante ? Tout à fait. Bon. Tout à fait, je suis catholique pratiquante. J'ai eu la chance d'être baptisée petite. C'est une vraie chance, j'estime aujourd'hui, puis d'avoir grandi dans la foi. Alors, l'avortement provoqué, et c'est ce qu'on lit dans ce texte qui a été élaboré par le dicaster de la foi. Le dicaster, en fait, c'est le ministère. Oui. C'est une des plus hautes instances du Vatican. Il a demandé d'ailleurs 5 ans. Et on lit noir sur blanc, l'avortement provoqué est le meurtre délibéré d'un être humain. Alors, c'est vrai que si on dit que l'avortement est un meurtre, ça veut dire que ceux qui procèdent à un avortement sont des meurtriers ou des meurtrières en l'espèce. Alors, ça peut... l'Église est évidemment dans son rôle, mais je mesure aujourd'hui la difficulté pour des jeunes gens d'entendre peut-être cette parole qui est radicale, disons-le. Bien sûr, c'est violent, vous avez raison, mais parce que l'acte en lui-même est violent. Alors, on a beaucoup parlé des femmes, surtout ces derniers mois, avec l'actualité qui a été celle de la constitutionnalisation. Alors, aujourd'hui, je vais me permettre de déplacer un petit peu le débat sur l'enfant, parce que c'est souvent le grand oublié de ces débats. Donc oui, le pape rappelle la doctrine de l'Église, c'est une surprise pour personne. En revanche, j'aimerais seulement qu'on réponde à cette question, parce qu'elle a été tout à fait ignorée ces derniers temps. Qui peut dire quand commence la vie humaine ? Qui peut dire qu'un embryon de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines n'a pas de conscience, ne ressent pas la douleur, n'est pas un être humain ? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une vie humaine commence ? C'est la vraie question et je pense qu'il faut la replacer au cœur du débat. Et je pense aussi que les femmes sont les premières victimes parce qu'on leur ment en leur disant voilà, c'est un tas de cellules. Écoutez, moi je suis mère de 2 enfants, j'ai été enceinte donc 2 fois. J'ai des amis qui ont fait des fausses couches à même 2-3 semaines. Je peux vous garantir que l'impact psychologique est le même et peut-être plus puissant. Enfin, on ne nivelle pas la douleur. Mais à 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, qu'à 3 mois, ou même qu'à la naissance. Donc si on arrivait seulement à déplacer le débat pour répondre à cette question, on remettrait vraiment la dignité humaine au centre du débat. Donc, non mais allez, moi dites-moi, j'entends... quand est-ce que commence la vie humaine ? Est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Ah non mais là, ça c'est assez simple. Ça, c'est assez simple. À partir du moment où l'embryo existe, il y a la vie. Personne ne peut contester ça biologiquement. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on enseigne aux femmes aujourd'hui. Non mais, Clotilde, personne ne peut contester qu'un embryon soit vivant. Ça, c'est ce que je dis là est médical, biologique. Il n'y a même pas de discussion. Le cœur bat. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. En revanche, tout simplement, si on met fin à une vie, effectivement, c'est un meurtre. Mais non, on peut pas dire que l'avortement est un... Non, mais alors, Géraldine d'ailleurs peut intervenir. Bien évidemment, c'est des sujets. Bien sûr. On ne peut pas dire que l'avortement est un meurtre. Alors, c'est ce que dit l'Église en tout cas. Comment vous appelez le fait de mettre fin à une vie ? Si vous dites qu'il y a la vie depuis le début, comment s'appelle le fait de mettre fin à une vie ? Non mais c'est-à-dire qu'on peut considérer, c'est ce que vous avez dit dans la première partie de votre intervention. Après, est-ce qu'il y a conscience ? Sans doute pas. Je suis pas biologiste, mais est-ce qu'il y a conscience à 14 jours ? Sans doute pas. Est-ce qu'il y a douleur, moi, dans etc. le doute, ne sachant pas à quel moment ça intervient, je me dis par mesure de prudence, par mesure de précaution. Mais moi, je comprends votre position. Mais en revanche, en termes biologiques purs ou médical purs, c'est plus de la biologie d'ailleurs, je pense, effectivement, la vie est là. Bon, on marque une pause parce qu'il est 11h57. Donc je comprends effectivement que vous êtes contre l'avortement et vous avez parfaitement le droit de l'exprimer. Je pense que cette position-là, pour les jeunes gens aujourd'hui,
et difficilement audible. Et je rappelle quand même qu'en 1974, lorsque la loi est votée, c'est aussi pour sauver des vies, parce que vous avez des femmes qui avortent dans des conditions absolument lamentables, abominables, etc. Faut le rappeler. Il est 11h58. Nous marquons une pause et nous revenons avec un grand enfant. Cédric Chasseur. Et je peux vous dire que la vie est là. Ça, 11h58. Vous réagissez en composant dès maintenant le numéro non surtaxé 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Pour réagir et donner votre avis sur Europe 1, rendez-vous sur la page Facebook de Pascal Praud et vous. Merci. Et normalement, il est censé partir un petit générique. Voilà. 12h05. DJ Fab n'est pas très en forme aujourd'hui. Oh non, dites pas ça, il attendait que je dise merci. Voilà, il attendait tous les mots. Donc, non, s'il vous plaît. Ça, c'est pas sympa de taper sur plus âgé. Cédric, voyons. Alors ça, Cédric. Ça, c'est risqué parce qu'on doit enregistrer ensemble en plus cette semaine pour une prochaine matinale week-end. Il est en fin de course, faut aller doucement. Là, c'est pire. Non, mais là, arrêtez. Un peu de Franchement, c'est pas très gentil. Mais non, je l'aime. On va continuer avec Clotilde parce que c'est un sujet, vous avez vu, Clotilde, et c'est intéressant d'échanger avec elle sur l'avortement. Bon, moi, ce qui m'ennuie un peu toujours dans ces sujets-là, Clotilde, c'est que vous souhaitiez ne pas avorter pour les raisons que vous nous avez expliquées, parce qu'au fond, vous pensez que la vie est là, je n'ai pas de souci. Après, la difficulté, c'est imposer ce regard-là aux autres. Et cette loi-là, parfois, aux autres, ou cette disposition-là aux autres. C'est là que la conversation avance. Et c'est pour ça aussi qu'on peut être en désaccord. Mais avant cela, je vous laisse, si vous voulez, prendre des nouvelles de Catherine Laborde. Parce que Françoise Laborde, que vous connaissez, a donné des nouvelles de sa sœur, Catherine, qui lutte en ce moment même contre une maladie neurodégénérative. Elle a marqué les téléspectateurs de TF1. Moi, j'avais beaucoup d'affection pour elle. Vraiment, j'ai travaillé de nombreuses années avec elle. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'empathie, qui était très présente, très aimée dans la rédaction de TF1, qui était à l'écoute des uns et des autres, et qui était drôle, puisqu'on se croisait souvent et on pouvait s'amuser. En plus, il y avait beaucoup de fêtes à l'époque à TF1, une fois par an, en tout cas, il y avait toujours une grande fête, et c'était l'occasion de se rapprocher parfois et de faire des sketchs, de préparer des sketchs. Et je me souviens, on avait chanté Belle, la chanson à l'époque de la comédie musicale, et on avait chanté ça ensemble, et c'était vraiment un bon souvenir. Donc écoutez Françoise Laborde, c'était ce matin sur C8. La mémoire qui fait défaut, l'équilibre qui fait défaut, les mots qui viennent plus. Elle perd l'espace, c'est ça un peu? La notion d'espace, elle perd les mots, des fois elle est très présente et puis subitement voilà, elle part ailleurs, elle va plus pouvoir, elle va dire un mot à la place d'un autre. C'est plutôt une évolution lente, donc c'est plutôt rassurant, mais c'est vrai qu'elle peut pas être toute seule, quoi. Elle peut pas rester toute seule une seconde. Sinon, impossible. Impossible. D'abord parce qu'elle peut avoir des attaques de panique si elle est toute seule, et puis elle peut tomber, et puis il peut lui arriver n'importe quoi, et puis non, elle n'est pas capable. Je pense que ce qui la touche beaucoup, c'est que les gens continuent à... Dans la rue, à venir la voir. Alors dans la rue, non, parce qu'elle va plus trop dans la rue, mais elle sait que les gens pensent à elle. Donc quand on lui dit, mais tu sais, machin, t'as encore des témoignages, des gens qui ont dit des choses gentilles sur toi, elle aime beaucoup ça. Voilà. Le fait qu'elle soit toujours dans le cœur du public, ça la touche beaucoup. Elle était au micro de Jordan Deluxe. Il est 12h08. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Bon, Clotilde, nous terminons avec vous et nous parlions évidemment de ce sujet toujours délicat, et près de 50 ans plus tard, puisque la loi de Simone Veil, elle a 50 ans, c'était en 74. Oui. Le Vatican défend donc la dignité humaine. Vous-même, par exemple, à titre personnel, je comprends que si vous êtes enceinte, quoi qu'il arrive, j'ai le sentiment que vous gardez l'enfant, c'est ce que vous nous dites. Tout à fait, vous ne vous trompez pas. Bon, mais vous avez le désir de l'imposer à toute la société, ou vous pensez qu'au fond, chacun est libre de faire ce qu'il veut? Alors, si vous me permettez, c'est pas la bonne question, en fait. Oui, bon, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, vous allez l'imposer à tout le monde. Non, la question n'est pas là. Mettez-vous 2 secondes à notre place. On considère que tous ces petits êtres-là sont des bébés à part entière. Si vous vous mettez 30 secondes à notre place, comment est-ce qu'on pourrait ne pas se battre pour que toutes ces petites vies-là soient préservées?
Ce serait Donc vous êtes impensable de dire. anti-avortement, mais c'est Tout à fait. Mais ce serait impensable de dire. On croit que c'est des bébés, mais faites ce que vous voulez si ça vous concerne vous. C'est pas des bébés à 14 semaines, que la vie soit là, que l'embryon soit là, mais les mots ont un sens. Donc c'est pas un bébé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une vie qui est interrompue. Ça là-dessus. Donc c'est un embryon, puis un fœtus à 12 ou 14 semaines. C'est une vie qui est interrompue pour des raisons qui appartiennent en l'occurrence à la femme. C'est aussi son choix. C'est son choix. Et c'est important de le dire. C'est une vie qui est interrompue, mais ce n'est pas un bébé. Voilà. Et comment vous le savez? Quand est-ce que ça devient un bébé alors? Si la femme le désire, quand ça naît, c'est un bébé. Autrement, c'est pas. Vous savez, autrement, ça s'appelle un fœtus. Après, donc les enfants prématurés pour qui on se bat, qui naissent à 24 semaines, qui ne seraient pas viables, on dirait quoi, que c'est pas des bébés jusqu'à ce qu'ils soient viables? Mais vous savez bien que les mots ont un sens et les mots définissent. C'est justement ce que je vous renvoie. Mais moi, j'essaie toujours, je vous assure, d'être factuel et sur un sujet aussi sensible. Moi, j'entends tout ça. J'entends tout ça et je dis en plus des mots très précis. C'est une vie qui est interrompue. Voilà. Et chacun peut en conscience se dire si, en l'occurrence, ma mère avait décidé un autre choix que de nous garder, de me garder, de vous garder, je ne serais pas là à 12h10 en train de parler. Donc tout ça est vrai. Et ce sont des questions... c'est ce qui arrive à 96%, si je dis pas de bêtises, des bébés qui sont porteurs de trisomie 21 par exemple. Mais là encore, ce sont des sujets tellement intimes, tellement personnels que je ne m'arroge pas le droit de décider pour les autres. Mais le mon fait caractère que ce soit est comme si ça. intime, c'est problématique que ce sujet soit devenu idéologique et soit devenu un étendard féministe. Mais là, on s'égare parce que je reviens à cette histoire de étendard, c'est pas un étendard. C'est-à-dire que quand en 74, je le répète, Pascal, vous étiez le premier à dire que c'était un symbole et que pour le fait que ce soit un symbole, finalement, pour la constitutionnalisation, c'est autre chose. Vous avez raison. Pour la constitutionnalisation, c'est encore un autre sujet. Mais je rappelle qu'en 74, c'était pour sauver aussi des vies de femmes qui avortaient dans des conditions déplorables. Et ça, c'est un drame immense. Je suis d'accord avec vous, mais on ne rajoute pas un drame au drame. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et alors, je pourrais en parler pendant des heures parce que, évidemment, première question, où sont les pères? On dit mon corps, mon choix. On a très habilement remis toute cette responsabilité sur la femme, mais quel culot de dire que ça doit revenir à la femme. Vous vous rendez compte de la responsabilité qui incombe aux femmes, souvent qui sont seules, qui ont souvent des pressions de leur conjoint. Il y a les violences conjugales qui rentrent là-dedans, les violences faites aux femmes, etc. Donc on ment aux femmes sur tous les plans. On leur dit mon corps, mon choix. Seulement c'est pas leur corps, c'est le corps d'un autre qu'elles portent. Premier mensonge, on leur dit mais c'est vous qui êtes responsable. Où sont les pères dans tout ça? Souvent ils fuient à la première grossesse. On leur dit non mais allez-y, prenez la pilule. Qui prend la responsabilité de la pilule? C'est la femme qui tous les jours à la même heure doit aller prendre sa pilule. Encore une contrainte supplémentaire. Quel mensonge on assomme sur toutes ces femmes depuis toutes ces années. Mais Clotilde, en tout cas, manifestement, vous êtes rodée à l'exercice et aux arguments. Je me permets de vous dire qu'il y a deux corps quand il y a un embryon qui a 14 jours me paraît effectivement contestable. Il y aura possibilité qu'il y ait deux corps lorsque cet embryon va grandir. Mais je vois qu'en plus Géraldine vous agacez fortement Géraldine Hamon. Je préfère ne rien dire. Mais non, mais vous avez tort parce que on peut parler d'ailleurs, on peut échanger. Non, mais bien sûr. Mais après, Clotilde a ses idées, ses conviction. Et vous avez les vôtres. Et j'ai les miennes, tout à fait. Bon, en tout cas, merci Clotilde, merci d'avoir dit les choses aussi clairement parce qu'il y a beaucoup aussi ça. Ce que vous dites s'entend, donc comme toujours, les arguments peuvent être échangés sur ce plateau. 12h13, que me dites-vous? J'aime pas cette musique. Bon, c'est pas grave, je l'arrête. Mais pourquoi c'est... Mais non, mais je trouve que c'est hors contexte par rapport au ton que je mets dans les messages, etc. Mais pourquoi vous la faites pas changer alors? Mais j'ai demandé à DJ Fab, mais non, mais c'est vrai que cette musique à chaque fois... Ça fait très peur. On va l'écouter sans rien dire. Écoutons-la et on va faire juger les téléspectateurs, les auditeurs. On dirait qu'on me remet un prix. Non, on dirait surtout que c'est un peu une musique, je trouve, un peu alarmante. Vous voyez, c'est le César du meilleur acteur. Non, mais on va la jouer. Attends, remettez la musique. Il est 12h22 lorsque Monsieur Boubouk entre dans la cave et découvre le corps sans vie.
Pascal de Anglade. quelqu'un C'est qui ne Christophe connaît pas. De quelqu'un qui ne connaît pas. Cet homme a été découpé à l'âge Oh, s'il vous plaît. en 36 morceaux. Non, mais il y a un côté un petit Oui, peu. il y a un côté je suis d'accord. crime, on est d'accord. Bon. Ouais, vous pourriez, moi je préférerais une musique un peu plus légère. Légère, oui. Bah oui. Essayez d'appeler Avec un petit peu de guitare. Vladimir. Quand vous, alors maintenant J'ai vous une mimez. idée. Vladimir Cosma, vous Olivier l'appelez. Delacroix pourrait me faire mon bed. Olivier Delacroix. C'est quoi le bed? Bah c'est Bah, ce c'est ça. qu'on entend, Le tapis c'est une petite musical. musique, oui voilà. Mais pourquoi vous dites le bed? Bah, ça Ça se s'appelle dit un comme bed. ça en langage Non, radio. En anglais. Ça fait Vous- 40 ans que vous faites de la radio. Un bed. Pas Oula. d'anglais. Oula. Oh là, Pas de ah oui, c'est franglais, vrai. a dit Jean-Marie Roy. Oula, oui, Oula. Oula, oui, on parle français. Oula, quand il a le nez Monsieur. rouge, il est énervé. Oui, Oula, bah. pardon. Non, Excusez-nous. mais le bed. On va dire le le bed, lit, c'est alors. le lit en plus. Mais Oui, non, un mais non, tapis. le lit. C'est un terme radiophonique, tapis. ça fait 40 ans que vous en faites. Écoutez, bon, allez, c'est parti. Allez-y. DJ, musique d'Oscar. Oh là Allez. là, ça fait peur. Vous verrez, maintenant, plus ça va, plus elle me fait peur. cette Allez, musique. Valérie nous écrit. Je suis scandalisé d'entendre l'auditrice que c'est un crime de se faire avorter. Comment peut-on dire ça? L'Église doit se moderniser pour continuer à attirer des fidèles. Et à l'inverse, pour Dom, elle n'a pas à s'adapter. Elle est passeuse de messages et de valeurs. Pardon Excusez-moi. Excusez-moi. Oula. Non, j'ai. Vous Non, confondez mais le allez-y. M et le P? Non, excusez-moi, je me suis. Oui. Bah non, mais Il ça peut confondait avec arriver. son rendez-vous de ce soir. Non. Si, faut le dire. Excusez-moi. Bon, qu'est-ce que nous faisons là à 12h15? On a terminé? Une pause, oui. Bon, on fait une pause et on va recevoir Bernard Thévenet. Oui. Exactement. Bernard Double vainqueur Thévenet. du Tour de France. Parcours de vie. Oui, mais ça va bien au-delà évidemment, du vainqueur du Tour de France 75 et 77. Puisque parcours de vie, c'est entretien avec un champion et c'est vrai que c'est formidable ce livre, notamment sur l'enfance, sur les grands-parents. J'ai malheureusement un souvenir d'enfance très douloureux qui m'affecte encore, le décès de mon petit frère Lucien qui n'a vécu que 8 jours, dit-il. Tout ça est très émouvant. Mon grand-père était un homme sévère mais juste. On va lire ensemble ce livre, Bernard Thévenet. C'est très émouvant, du monde paysan aux ors du Tour de France. À tout de suite. 11h, 13h, vous écoutez Pascal Pro. Bon début d'après-midi sur Europe 1. Appelez Pascal Pro au 01 80 20 39 21.